Merci beaucoup pour cette introduction. Non, non, je ne mords pas, je vous promets, et je vous laisserai tout le monde dans l'audience intact à l'arrivée. Merci de m'accueillir, je suis très heureux d'être là et de pouvoir m'exprimer. Et mes collègues en France sont heureux que je puisse m'exprimer en français, donc je vais le faire tout du long en français, ce qui n'empêchera pas que je puisse éventuellement avoir des questions avec vous et pouvoir répondre en anglais. La question se pose aujourd'hui de l'avenir des données personnelles et de leur relation entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord et particulièrement les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un accord d'adéquation qui a été décidé par l'Union européenne, par la Commission européenne, le 10 juillet dernier, qui s'appelle le DPF, le Data Privacy Framework. Et cet accord, de l'avis de tout le monde, de l'avis de tous les juristes européens, est voué très certainement à être invalidé comme a pu l'être ses prédécesseurs, le Privacy Shield et le Safe Harbor, avec les deux arrêts que vous connaissez de la Cour de justice de l'Union, que sont les arrêts Schrems et Schrems II, du nom de cet avocat autrichien qui avait entrepris de dénoncer ces accords. Pourquoi ça pose un problème ? Parce que le DPF, de l'avis de tout le monde, pose deux difficultés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de recours effectif auprès de juridictions américaines sur d'éventuelles contestations d'utilisation des données. Et puis le deuxième, c'est qu'il est basé sur un executive order du président Biden, qui est un executive order qui a une partie de son écriture, qui est une partie modulable, c'est-à-dire que dans l'executive order du président Biden, il a la possibilité, il se laisse la possibilité de le modifier sans avertir et sans rendre ces modifications publiques. Et ça contrevient à ce que la Cour de justice de l'Union avait déjà dit lors de la première invalidation et de la deuxième, de Schrems II. Et donc ça pose un problème. Un rappel pour montrer à quel point ça pose un certain nombre de soucis, c'est que l'invalidation fait que l'accord n'a jamais existé. Ce n'est pas qu'il n'existe plus au moment où la Cour de justice décide qu'il n'existe plus, c'est que la Cour de justice considère qu'il n'a jamais existé. Et que donc le transfert de données qui a eu lieu pendant la vie d'un accord transatlantique ne sont pas soumises à cette règle et que donc elles n'avaient pas à être transférées. Donc pour les entreprises, fondamentalement, c'est une véritable instabilité puisque même si elles utilisent le DPF pendant les 12 prochains mois, si celui-ci venait à être invalidé, à ce moment-là, ça veut dire que tous les transferts de données pendant les 12 mois étaient illégaux. Et je comprends bien que les entreprises sont dans un questionnement sur comment est-ce que ça peut fonctionner. Le fond du problème, il est assez simple, c'est qu'il y a deux conceptions qui s'opposent entre l'Union européenne et les États-Unis. Le premier, c'est la notion même de données, de propriété de la donnée. Aux États-Unis et en Europe, on n'a pas la même vision de la propriété de la donnée. Aux États-Unis, c'est une propriété, j'allais dire, patrimoniale, alors qu'en Europe, ça n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le RGPD, il y a la possibilité de demander l'effacement de ces données, ou de demander de pouvoir récupérer ces données pour les transférer vers un autre opérateur. Le deuxième, c'est qu'il y a une notion de sécurité qui est une notion très extensive aux États-Unis. La sécurité nationale, c'est tout ce qui met en jeu la sécurité des États-Unis à l'extérieur de ses frontières et quel qu'en soit le motif. Alors que pour l'Union européenne, la notion de sécurité est une notion qui est attachée à l'intérieur des pays, à l'intérieur de l'Union et à ses citoyens. Et donc il y a une vision qui s'oppose complètement sur le sujet. Et c'est une des principales difficultés, c'est un conflit d'extraterritorialité des lois, notamment des lois américaines, sur le territoire européen. Pourquoi ça pose un problème ? Je vous l'ai dit, c'est que si le DPF venait être invalidé, et très certainement il le sera, alors les entreprises se retrouveront sans rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il reste quand même des mécanismes qui sont les clauses contractuelles type, c'est-à-dire des négociations au cas par cas, et j'y reviendrai. Quelles sont les options pour permettre de favoriser ce transfert des données personnelles transatlantiques ? La première option, assez simple, c'est que les États-Unis adoptent un RGPD tel que l'Union européenne l'a fait depuis 2018. J'y crois pas trop. Je pense que c'est assez peu probable, même si certains États ont envie d'aller sur cette lancée, et on le voit notamment avec la Californie. Il est peu probable que, concernant les données, l'État fédéral ait envie d'adopter une réglementation aussi importante. D'abord parce que ça contrevient fondamentalement à ce que sont les données dans la vision américaine des choses. Et la deuxième, c'est que le RGPD va à l'encontre du modèle économique, notamment des grandes entreprises américaines, et ce qu'on appelle, nous, en Europe, les GAFAM.
Et donc, on voit mal comment les États-Unis accepteraient cela. Et le RGPD est un peu un totem de régulation qui fait peur et qui fait que politiquement, c'est assez difficile à pouvoir assumer. Donc, j'y crois pas trop. Deuxième solution, c'est qu'il y ait un accord de non-espionnage entre les États-Unis et l'Europe. Ça pourrait être une solution, c'est-à-dire on ne négocie pas un RGPD, mais on négocie un accord entre les États-Unis et l'Europe en disant que puisque nous sommes alliés et que nous sommes dans la même vision de pays démocratiques, nous ne pouvons pas espionner les données personnelles de nos concitoyens, mais aussi des habitants de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit les États-Unis pour l'Union européenne ou l'Union européenne pour les États-Unis. Dans un premier temps, je pense que ce n'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est que ça va à l'encontre de la politique américaine qui a toujours été, quoi qu'on en dise, d'avoir un œil sur tout ce qui se passe. Et on sait bien, et l'histoire nous a prouvé en Europe, malheureusement, que les États-Unis avaient de temps en temps des grandes oreilles. Et Angela Merkel est là pour s'en souvenir. Son téléphone avait été mis sur écoute. Et puis la deuxième, c'est que dans le contexte géopolitique actuel, avec des problèmes au Moyen-Orient comme en Europe, il est normal, selon les États-Unis, de pouvoir garder les yeux et les oreilles sur ce qui se passe en Europe pour pouvoir anticiper d'éventuelles menaces qui pourraient être importées sur leur territoire national. Et donc je pense que ce scénario n'est pas le scénario privilégié. La troisième option, qui à mon avis est celle qui va arriver, c'est qu'on va avoir une invalidation du DPF par un arrêt Schrems III ou un autre, qu'on aura un nouvel accord transatlantique sur les données personnelles, qui sera lui-même invalidé, mais à chaque fois, il y aura un saut de puce qui rapprochera les visions des deux côtés de l'Atlantique, mais ça prendra du temps. Et c'est la difficulté, c'est que les entreprises nous disent « ça prend trop de temps » et à chaque fois, vous nous mettez dans une instabilité qui fait que nous ne savons pas comment fonctionner. Pourquoi ça peut poser un problème d'avoir ce timing décalé? Le premier, c'est qu'on a quand même une évolution géopolitique très délicate, avec une forme de balkanisation de l'Internet, on le voit bien. La plaque russe est sortie de l'Internet pour une grande partie. D'abord parce qu'ils veulent sortir et puis parce qu'on a des attaques venant de la Russie et que donc on veut les mettre à l'écart. La Chine essaie de pouvoir sortir et se concentrer sur son propre Internet, notamment pour contrôler sa propre population. Et donc il y a une forme de régionalisation de cette plaque. Et puis, on a une partie africaine où aujourd'hui c'est un terrain d'affrontement et on ne sait pas exactement comment ça se déroule. Et donc, cette balkanisation de l'Internet pose une difficulté. La deuxième, c'est qu'il y a quand même des évolutions écologiques et que l'utilisation et le traitement des données commence à coûter cher en énergie et en eau, et ce sont des ressources dont on a besoin. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays, notamment en Europe, se posent la question des data centers sur leur sol. Et je pense notamment aux Hollandais, qui ont beaucoup de data centers et qui aujourd'hui ont une consommation en eau et en énergie très importante. Dernier point, ou peut-être avant-dernier point sur la partie problématique de ce temps qui serait invalidation du DPF, renouvel accord, invalidation de ce nouvel accord, etc., c'est que les géants du numérique deviennent tellement puissants que même les États-Unis pourraient commencer à se poser la question de savoir s'ils ne doivent pas faire quelque chose. Et la question se pose assez régulièrement du démantèlement des géants du numérique, mais peut-être que puisqu'ils auront pris une puissance tellement importante que même les États-Unis pourraient se retrouver sous une forme d'asservissement, notamment économique, se poserait à ce moment-là la question du démantèlement de ces géants. Et puis, on a évidemment les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, et donc l'intelligence artificielle va générer un certain nombre d'autres réflexions, de nouvelles réflexions qui font que ce temps va paraître très long vis-à-vis de l'évolution technologique. On le voit avec ChatGPT, il est arrivé, il a déboulé dans notre vie personnelle et professionnelle à toute vitesse, et ne serait-ce que 18 mois d'invalidation d'un processus de transfert des données est absolument insupportable pour ces nouvelles technologies. En conclusion, et c'est un peu la vision que j'ai au titre de mon mandat parlementaire, c'est de me dire qu'est-ce que je dois faire pendant ce temps, qu'est-ce qui devrait être fait pendant ce temps. Si je suis un citoyen, il faut que je devienne un consommateur des solutions numériques, un consommateur éclairé, que j'exerce mes choix, que je dise exactement où est-ce que je veux que mes données soient traitées, ce que j'accepte qu'elles deviennent, si j'accepte qu'elles soient cédées, transférées ou pas. Et donc, il faut qu'on ait des citoyens qui deviennent des consommateurs éclairés, comme on a pu l'avoir, notamment sur l'alimentation, sur ce genre de sujet. Si je suis une entreprise, il ne faut pas que je prenne de risques. Je ne m'engage pas dans le DPF aujourd'hui sans savoir s'il va être invalidé dans les 12 à 18 mois qui viennent.
je reste aux clauses contractuelles type. Je négocie au cas par cas. Parce que je le rappelle, si le DPF est invalidé, il n'a jamais existé. Donc les transferts de données pendant la période d'utilisation du DPF, que je pensais de bonne foi être légal, ne l'étaient pas. Et donc pour toutes les entreprises qui avaient commencé à transférer des données sous l'accord précédent qui ont continué, se retrouvent en illégalité, non pas simplement depuis l'invalidation, mais depuis le début de la création du Safe Harbor, du Privacy Shield. Ce qui pose un problème pour les entreprises et qui, avec des class actions qui pourraient arriver, pourrait leur coûter très cher en termes d'indemnisation ou de pénalité. Si je suis un État européen, j'essaie de préserver ma résilience, j'essaie de maintenir une capacité à avoir des acteurs au niveau de l'état de l'art sur l'ensemble des segments, par exemple sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, demain sur le quantique, et j'essaie de maintenir ce niveau pour pouvoir commencer à travailler à l'avenir si jamais le DPF était invalidé, s'il y avait quelque chose qui se passait. Et enfin, si je suis l'Europe ou les États-Unis, je me pose la question de savoir comment est-ce que je peux éventuellement, à un moment ou à un autre, desserrer l'étau de la puissance des entreprises dominantes sur le marché. Et donc, je me pose la question de soutenir le logiciel libre. Logiciel qui a toujours été à l'origine de certaines évolutions technologiques. Et d'ailleurs, les géants américains du cloud sont à la base très fortement impactés par le logiciel libre et ont utilisé ces technologies. Et je pense qu'il faut absolument qu'on le fasse. Et il y a un exemple en Europe qui nous pose problème aujourd'hui, je terminerai là-dessus, c'est que le logiciel libre ne doit pas être exempt d'obligations de cybersécurité. Mais faire en sorte que ce qu'on appelle le Cyber Resilience Act soit appliqué tel qu'il est prévu par l'Union européenne, tuerait le logiciel libre en Europe. Ce qu'il faut, c'est que le logiciel libre puisse continuer à vivre, puisse continuer à progresser, mais qu'on lui impose les bonnes règles de cybersécurité et les bonnes oppositions. On lui dise qu'il peut exister, mais qu'il doit être cyber-résilient. Et donc, il faut se poser la question de où est-ce que j'applique le Cyber Resilience Act. Certainement pas au moment de la création du code, mais peut-être simplement au moment où j'édite le code. Et c'est une vraie question juridique qu'aujourd'hui nous avons et que la France et l'Allemagne sont en train de discuter pour permettre de pouvoir soutenir cette industrie. Voilà en quelques mots comment je vois l'avenir dans les 18 prochains mois de ce fameux accord DPF et des données transatlantiques. Je pense qu'on arrivera certainement à un accord, mais à horizon du moyen terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, certainement aussi parce que la géopolitique nous obligera à être ensemble et à travailler ensemble, parce que les menaces autour de nous sont très importantes. Je vous remercie.